terre. علاش ما تتغنيش؟ لا ما نهضروش في هادشي خوتي كنا ناشطين بس لامك هادي قحبة ديالي. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Hey jeune. Salut Laurent, ça va? On y va? Alors, ça va la petite? Très bien, ouais. Très bien. Alcool, drogue et rock'n'roll au Maroc, ce sont les thèmes, entre autres, de Burning Casablanca. On en parle avec son réalisateur, Ismaël El Iraki, notre invité aujourd'hui. Le dernier Marvel, Les Éternels, est signé Chloé Zhao. Et puis, dans Albatros, Xavier Beauvois met en scène Jérémy Régnier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec notre chroniqueur Xavier Le Herpeur. Bonjour Xavier. Bonjour Laure. Et notre invité aujourd'hui, je le disais donc, le réalisateur de Burning Casablanca, Ismaël El Iraki. Merci d'être avec nous. On va parler de votre film dans un instant, mais d'abord, Xavier va nous faire les présentations. C'est un premier film, on vous connaît encore peu. Vous vivez entre Casablanca et Paris. Paris, vous avez suivi la Fémis. Vous avez réalisé de nombreux courts-métrages qui ont été primés à Clermont-Ferrand, à Cannes, par exemple. Donc, il y avait déjà joli parcours. Burning Casablanca, c'est donc un premier film qui met en avant votre amour pour la musique live. Vous adorez ça, vous le dites vous-même, vous le déclarez. Alors, côté résumé, vous m'aidez pas. Voilà, hein, mais tant mieux, parce qu'il y en a marre de ces films qu'on peut pitcher en 2 mots. Si je parle d'une jeune fille dans un taxi, un accident et la rencontre explosive entre une rockstar à la gloire un peu déchue et une femme magnifique à la voix angeleuse, est-ce que j'ai tort ou est-ce que... Sur les 5 premières minutes du film, vous avez raison. Oui, mais c'est ça l'idée, c'est donner envie de regarder la suite et la fin. D'ailleurs, si on regardait quelques images... Formidable. نسيت خيبتي تلقي مني كضايني ما سميتيش نسرين هي تسعي بغيتي تحبسي داك الصاد شعلتي يا ريت كنت نشوف في واحد الشيء بوليس اللي كان غيصيفط لك ما غاديش نموت على قحبه بغيتك تبقى تشوف فيا بحال هكا كل صحيب كيتكالما ما حناش في فيلم الكوبوي. Alors, comme je ne me suis pas planté sur les 5 premières minutes, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Si je parle d'un polar ébouriffé, punk, mal élevé et politique, est-ce que là, j'ai bon? Complètement, toujours. C'est-à-dire que le film mélange énormément de choses. C'est un film rock, c'est un western, mais ce que c'est au cœur, pour moi, c'est une histoire d'amour entre 2 survivants. Et tous ces éléments-là, en fait, oui, brûlent ensemble pour donner Burning Casablanca. Le but étant que ce soit totalement punk. Il paraît que vous avez mis 13 ans en tout à faire naître ce film. Est-ce que c'est lié à des réécritures, des changements d'inspiration, ou bien est-ce que c'est aussi lié à la situation au Maroc, à des difficultés que vous auriez eu à tourner sur place? Il y a les deux. Il y a une double censure, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en sortant de la Fémis, c'est vrai que j'avais une idée de film qui était une histoire d'amour, rock'n'roll, et qui est en fait très très loin du film tel qu'il est aujourd'hui. Parce que pendant toute cette période, qui était plus de 10 ans que 13 quand même, je l'ai réécrit continuellement pour que ça reste proche de moi, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait à moi, ça arrivait au film. Lorsque je tombais amoureux, le film tombait amoureux. Et en même temps, j'écrivais pour des comédiens, donc je voulais que ça reste proche d'eux pendant tout ce temps de développement. Et puis après, il y a eu une espèce de double censure. C'est-à-dire qu'il y a eu la censure effective, c'est-à-dire que j'arrive au Maroc, mon film précédent, court-métrage, Arrache, était interdit. Le film précédent de mon producteur, c'était Much Love de Nabil Ayouch, qui était interdit. On arrivait, on sentait un peu le soufre, quoi. Donc ça a mis un peu de temps, parce qu'on avait les islamistes au pouvoir à ce moment-là. Et puis par ailleurs, il y avait l'autre censure, qui dit moins son nom, qui est que tout simplement, on fait du cinéma de genre, on propose une proposition de cinéma d'imagination, de cinéma de genre, ancré au Maroc. Et quand vous êtes un cinéaste marocain ou africain, souvent ce qu'on attend de vous en France, c'est plutôt que vous donniez des nouvelles de votre pays, que vous soyez dans une forme de réalisme social, qui peut donner des films sublimes. C'est parmi les films préférés marocains sont comme ça, mais nous, on était complètement à 180 degrés de l'autre côté du spectre. Donc ça a été un peu long, ouais. Maintenant, ça existe. Alors, on peut le dire, on en a parlé juste avant l'émission, je ne vous aurais pas pris en traître, évidemment. Vous étiez au Bataclan le soir du 13 novembre et vous dites que ça a énormément influencé
la réécriture de votre film. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Lorsque je dis que, en fait, Burning Casablanca est devenu une histoire d'amour entre deux survivants. C'est devenu, en fait, ça m'a donné le cœur du film. Lorsque je disais tout ce qui m'arrivait, ça arrivait au film. Lorsque donc j'étais dans la fosse au Bataclan, et en fait, tout ce temps après, il y a tout un temps dont on ne parle pas, tout un temps en fait, auquel on s'intéresse assez peu. Souvent, ce qu'on s'intéresse aux victimes du Bataclan, c'est plutôt pour l'aspect spectaculaire et violent en fait, de ce qui nous est arrivé. Mais on s'intéresse assez peu à toute cette résilience, tout ce temps de la résilience, ce temps de libération de la parole qui est extrêmement important. Et à cette... en fait, ce qu'il y a au cœur du film, c'est cette espèce de maladie infectieuse qui nous a été collée par la violence, qui est le stress post-traumatique, ce qu'on appelle le PTSD en cours. Et ce que c'est que ça vous rappelle que vous n'êtes pas un pur esprit qui a un corps, vous êtes un corps. On est des corps qui ont une mémoire, et cette mémoire peut être douloureuse. Et donc, en fait, ce sont ces événements qui reviennent à travers des sensations, à travers quelque chose d'extrêmement incarné, c'est sous forme hallucinatoire. Et donc, dans le film, ce qui se retrouve du Bataclan dans le film, c'est que moi, mon expérience, c'est que j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient survécu à des traumatismes, des fois très très différents, complètement autre chose, des victimes de viol, des militaires qui revenaient de zones de guerre et qui partageaient ces symptômes-là avec moi et qui en fait reconnaissaient ça chez moi. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, là en fait, on a des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et en fait, on peut se parler parce que ce qui nous arrive à cet endroit-là, ça nous touche à l'endroit où on est tous pareils, on est tous humains, on a tous ce mélange de corps et d'esprit et de mémoire, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans le film, c'est-à-dire que c'est pas du tout un film sur les attentats du Bataclan, mais c'est un film sur comment on devient un survivant lorsqu'on est une victime, lorsqu'il vous arrive quelque chose comme ça qui vous marque dans votre chair, comment est-ce qu'on se construit avec et comment on devient un survivant. Est-ce que ça aide d'écrire justement à distance là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de catharsis par exemple dans la continuité de ce que vous traversez? En toute sincérité, c'est pas la démarche. C'est juste que, en fait, lorsque je disais, ce film, c'est un incendie. C'est un incendie. C'est totalement incontrôlé. C'est un feu de forêt, quoi. Ça a cramé tout ce que j'avais en moi. C'est-à-dire que il y a tout ce que j'aime dans ce film. Il y a ma mère qui chante dans le film, c'est tourné dans la maison de ma grand-mère, il y a mes bagues, il y a mes fringues, il y a mes vinyles, c'est écrit pour les acteurs. Ces acteurs que vous voyez dans le film, c'est des gens que j'aime, que j'ai écrit les rôles pour eux, c'est le Casablanca que j'aime, son esprit, son parler, sa langue. Mais il y a aussi tout ce qui... Quand je dis c'est comme un feu de forêt, ça avance, ça crame tout. Et c'est aussi le pire. Et le pire dans mon cas, oui, c'est cet événement, ces sensations, ces reviviscences du Bataclan. Et en fait, tout ça a brûlé ensemble, un peu presque parfois à mon corps défendant. J'avais pas forcément envie que ça se passe comme ça. Mais c'est certain que, il y a une forme de catharsis, mais qui est plutôt maintenant, en fait. Qui est plutôt lorsque maintenant, grâce à la tournée, je commence à avoir des retours de gens du Bataclan, de gens des attentats de Nice, qui me disent, mais en fait, c'est la façon dont c'est représenté dans le film. C'est reviviscent, ce côté extrêmement, l'expérience sensorielle en fait, donner aux spectateurs à expérimenter en fait quelque chose de cet ordre-là, comme une sorte de trip hallucinatoire. Et ben ça, oui, maintenant il y a quelque chose où je me dis que c'était pas pour rien. Et la musique, ça joue un rôle très important. Est-ce que ça a servi aussi pour cette catharsis ? La musique, c'est juste, c'est la pulsion de vie, quoi. C'est la force qui m'a permis, en tout cas, de rester debout. Et c'est certainement la force qui tient le film. C'est-à-dire que là, quand je dis c'est écrit pour les acteurs, donc l'actrice principale, Hansa Batma, n'est pas actrice, en fait, c'est une rockstar au Maroc. Elle est issue d'une lignée complètement... c'est hallucinant. Ses parents ont monté un groupe très important dans les années 70. Son oncle, Larbé Batma, était le leader du groupe Nassel Reiwan, qui est le groupe le plus important peut-être du rock marocain. Et elle a choisi de faire une sorte de métal très engagé. C'est quelqu'un de brillant, Hansa. Elle écrit ses textes, elle est extrêmement puissante sur scène. Il faut voir, vous allez à un concert de Hansa Batma, c'est une expérience. Moi, quand je serai grand, je veux être Hansa Batma. Et donc, cette femme qui porte ce film, qui est écrit pour elle, qui chante dans tout ce que vous allez voir dans ce film, la musique est live. C'est un film qui est très analogique. C'est tourné en 35 mm en cinémascope. La musique est live, les effets spéciaux aussi. Il y a vraiment un côté comme ça d'artisanat, de fabriquer ce film ensemble. Et donc la musique, ce qu'elle a de particulier dans ce film, c'est qu'elle est complètement liée en fait à cette histoire d'amour. Lorsqu'elle chante, son personnage qui chante, on est tout le temps dans l'authenticité des sentiments, dans l'authenticité de l'émotion, qui est le langage du film principal, l'émotion. Eh ben, merci beaucoup Ismaël El Erraki. On rappelle donc le titre de votre film Burning Casablanca qui est en salle en ce moment et donc qui vous habite visiblement avec beaucoup de passion. On va quand même passer à la suite et notamment Xavier, Les Éternels, le dernier Marvel qui est signé
Chloé Zhao. Oui, c'est un événement parce que Chloé Zhao, on ne la connaissait pas il y a encore un an. C'était une cinéaste, une autrice, on va dire, du cinéma indépendant américain. Elle avait fait 2 films qui étaient un peu passés sous les radars. Le 3e, en revanche, Nomadland, avait tout raflé, un Lion d'or à Venise et un Oscar du meilleur film. Donc tout de suite, ça l'a propulsé. Et en même temps, on était en train de tourner le nouveau Marvel, le 25e. Donc évidemment, ça titillait et ça notre curiosité. Alors, le film est porté par un casting inattendu. On trouve des superstars comme Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, mais aussi des personnes un peu moins connues comme Gemma Chan ou Brian Tyree Henry. Qui interprète d'ailleurs le premier super-héros officiellement gay de la saga Marvel. Au bout de 25 films, il était temps quand même, effectivement. Alors, côté résumé, on va faire vite. Les Éternels, c'est une race extraterrestre qui a été envoyée il y a 7000 ans sur Terre. Déjà pas passionnant quand même. Et qui se bat contre des déviants qui sont des monstres dégoulinants qui adorent la chair humaine. Voilà, mais il se pourrait que leur mission ne soit pas tout à fait celle qu'on leur a confiée au début. Je ne vous en dis pas plus, ça dure 2h40, il faut réserver quand même quelques surprises, mais je vous propose de regarder quelques images. Et on regarde. When you love something, you protect it. You can't protect any of them. Nouveau départ, nouvelle mythologie, mais malheureusement pas vraiment de nouvelles surprises. C'est le moins que l'on puisse dire. Un énième film de super-héros, effectivement, un peu plus épuré que d'habitude, mais avec les mêmes effets. Ça n'a malheureusement pas beaucoup d'intérêt, ni beaucoup de contenu. Pas de nouveaux rebondissements, donc. Bon, allez, une dernière recommandation avant de se quitter. Xavier, vous allez nous parler d'Albatros, de Xavier Beauvois, avec Jérémy Régnier et Marie-Julie Maille. Avec le formidable Jérémy Régnier, un drame, j'allais dire social, entre terre et mer, l'histoire d'un gendarme qui va traverser un drame qui va remettre toutes ses convictions humanistes en question. Et c'est absolument magnifique. Il y a une pugnacité dans la mise en scène. Vraiment, on sent que Xavier Beauvois aime ce personnage, aime le décor rocailleux dans lequel il s'inscrit. Et encore une fois, je me répète, mais Jérémy Régnier est un acteur mais hors du commun. Et je pense qu'on va se séparer avec quelques images du tout dernier film de Xavier Beauvois, Albatros, qui avait été présenté en compétition à Berlin. Absolument, on va se quitter avec ces images parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette émission. Merci à vous Xavier, merci Ismaël El Iraki d'être venu nous parler de Burning Casablanca, donc qui sort en salle aujourd'hui en France. Et on se quitte donc avec ces quelques images de la bande-annonce d'Albatros. À très bientôt sur France 24. Vous allez le retrouver vite. Il a pris le fusil. C'est bête, c'est toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi, Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme! J'ai l'impression que tout ce que je vis là, c'est comme si c'était pas réel. Lucas, il a dit que papa était pas un gendarme, mais un assassin. Il avait le doigt sous la détente. J'ai voulu le raisonner. Je voulais juste qu'il lâche son arme. Il nous abandonne là. Il est en train de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver. Je l'ai tué.